Vous entendez? C'est une conversation entre des êtres dont le langage et la culture diffèrent selon les régions et les tribus, où chaque individu, dans sa langue, a une signature vocale à l'usage d'un prénom, comme nous. Bonjour, je m'appelle Muriel Arnal. Toute petite, mon grand-père m'emmenait découvrir la nature et m'apprenait le chant des oiseaux en Corrèze. À 10 ans, choquée par la vision déchirante d'un éléphant dans le camion d'un cirque, je suis venue chaque jour le voir et lui apporter à manger. Ces 2 moments de ma jeune vie me firent réaliser ce qui était une évidence. Je consacrerai ma vie aux animaux et à les défendre. C'est ainsi que j'ai créé One Voice il y a près de 30 ans. Je viens aujourd'hui vous parler des orques, ces monuments d'intelligence et de solidarité. Pour beaucoup, elles sont les plus grands prédateurs de la planète, mais elles sont tellement plus. Elles utilisent des dialectes identifiés et différents selon les groupes auxquels elles appartiennent. On associe également à chaque tribu des cultures véritables. Le degré d'évolution des orques est extraordinaire, entre celui des humains et de nos cousins les grands singes. Leurs émotions, leur niveau de conscience sont si complexes qu'il reste un mystère. Les groupes d'orques sont menés par une matriarche. Et oui, c'est une grand-mère qui les guide. Pour la chasse aux otaries paréjoages en Argentine, pour une tribu, pour la chasse aux grands requins blancs au large de la Californie pour une autre, et puis des orques qui ne se nourrissent que de petits poissons. Le cerveau des orques contient des neurones en fuseau. Ces neurones sont responsables de l'empathie et de la vie sociale. Ils sont très rares dans le règne animal. Et elles ont un 6e sens, l'écholocation. Grâce au son, elles voient sous l'eau. Elles sont les animaux les plus sophistiqués de la planète en termes d'acoustique. En comparaison, nous sommes probablement primitifs. Des chercheurs ont étudié leur langage et découvert un monde particulièrement évolué que nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre aujourd'hui. Les signaux sonores des orques sont organisés de manière très complexe. Il y a par exemple une ponctuation, des abréviations, des syllabes, des préfixes, des suffixes. En résumé, une communication très élaborée et qui diffère selon les tribus. Et puis, il y a cette conscience collective si particulière. Le système limbique, c'est la zone dans le cerveau qui est responsable pour l'olfaction, la mémoire et la régulation des émotions. Celui des cétacés est très développé et beaucoup plus volumineux que le nôtre, au point qu'un lobe supplémentaire dit paralimbique pénètre dans leur cortex. Les orques ont ce lobe supplémentaire et comme vous l'avez vu, les circonvolutions de leur cerveau sont plus complexes que les nôtres. D'après la docteure Laurie Marino, qui est professeure en neurosciences et spécialiste des cétacés, il entraîne une fusion sans équivalent connu entre émotion et cognition. Probablement un mélange de communication et de conscience que nous ne comprenons pas. Cette structure pourrait être impliquée dans une conscience collective. Oui, vous avez bien entendu, une conscience collective, un sens du soi partagé, qui expliquerait notamment qu'aucune orque ne puisse abandonner l'une des siennes et qu'il lui soit si difficile d'en être séparée. Les orques, c'est évidemment la solidarité. En 2014, en Nouvelle-Zélande, Diane s'est retrouvée coincée par la ligne d'un casier de pêche. Le temps que les secours arrivent, ses 2 fils l'ont soutenue et aidée à monter à la surface pour respirer alors qu'elle était épuisée. Et Diane est toujours en vie aujourd'hui. Au large de l'Afrique du Sud, c'est une toute jeune orque qui avait été grièvement blessée par l'hélice d'un bateau et était restée gravement handicapée. Elle fut prise en charge par sa famille. À 14 ans, elle avait la taille d'une orque de 2 ans, mais vivait très entourée. Et par exemple, pendant la chasse, elle restait à l'écart, toujours avec une orque à ses côtés, son grand frère, pour la protéger des attaques des requins. Et après la chasse, sa famille partageait la nourriture avec elle, comme c'est la règle au sein des tribus d'orques. En liberté, les orques ne s'entretuent pas et ne se blessent jamais gravement, malgré la compétition pour les proies et l'accouplement, malgré les désaccords. Leurs règles sociales interdisent la violence. Elles ont trouvé comment répartir pacifiquement les ressources entre les différents groupes.
nous aurions certainement quelque chose à apprendre d'elle. J'ai eu la chance de rencontrer des orques remarquables, une rencontre qui touche à l'âme et au cœur avec les orques résidentes du Sud. C'est une tribu piscivore et sédentaire auprès de laquelle les marsouins et les dauphins aiment nager car ils se sentent en sécurité quand ils croisent d'autres tribus d'orques. Les résidentes du Sud vivent au large de l'État de Washington dans le Pacifique et leur mode de vie sédentaire a permis aux scientifiques de les étudier. Namu fut la première orque à être capturée en 1961 car il se refusait à abandonner un petit prisonnier d'un filet de pêche. Donc il a suivi le bateau, fut ensuite capturé et ramené jusqu'à Seattle à l'aide d'un enclos flottant, suivi de près par sa famille, 40 orques, qui ont échangé continuellement avec lui jusqu'à sa mort après un an de captivité. À partir de cette période, elles ont été décimées par les delphinariums. Oui, plus de 50 d'entre elles ont été capturées, sans compter celles qui sont mortes au moment de la violente séparation des familles. Et aujourd'hui, une autre menace s'abat sur cette tribu déjà si fragilisée. Les résidentes du Sud meurent de faim car il n'y a plus de saumon dans cette zone hier encore si riche de vie. À la fin de l'été 2018, Tahlequah a mis au monde un bébé, décédé une demi-heure plus tard. Depuis la côte, on a pu observer sa famille l'entourer et faire un cercle autour du petit, éclairé par la lune. Tahlequah a ensuite refusé de laisser partir sa fille. Et pendant 17 jours, elle a porté sa dépouille, protégée par les siens. Jamais une telle scène n'avait été vue auparavant. Et les scientifiques qui étudient les résidentes du Sud depuis plus de 40 ans et vivent auprès d'elles y ont vu un appel à l'aide. L'année suivante, c'est la mère de Tahlequah qui à son tour est morte de faim. Princesse Angéline n'avait que 42 ans. Par exemple, Granny, la matriarche du groupe, a vécu, elle, au-delà de ses 102 ans. Et on a vu Oceanson nager avec un nouveau-né de sa famille. Oceanson a 94 ans. Tahlequah a mis au monde un bébé à nouveau. Il se porte bien, mais l'avenir reste sombre. Les résidentes du Sud sont en voie d'extinction. Imaginez un village dont on aurait volé tous les enfants pendant une décennie. Comment se remettre d'un tel traumatisme? Et vous allez me demander, mais pourquoi leur infliger cela? Uniquement pour notre amusement, pour qu'on aille les voir faire les beaux dans des piscines contre de la nourriture. Alors, dans les années 60, nous ne les connaissions pas, mais aujourd'hui, nous savons, et on peut encore les sauver. Et en leur portant secours, nous contribuerons à protéger l'océan. Un avenir paisible est possible aussi pour les orques captives. Au-delà de la souffrance des individus, la captivité a contribué à chosifier ces merveilleux animaux. Le jeune public des bassins est moins enclin que les autres à les protéger dans la nature. Cette réalité est par exemple inscrite noir sur blanc dans les accords méditerranéens signés par la France. C'est pourquoi il faut fermer les delphinariums et offrir aux orques captives une vraie vie dans des sanctuaires marins, ces zones protégées dans des bras de mer où elles retrouveront enfin les courants, les marées, la richesse de la vie océane, où elles pourront nager en ligne droite et plonger profond, comme le font les orques libres. Ces sanctuaires marins permettront également de mieux faire connaître les orques, de montrer que malgré leur taille et leur intelligence, elles sont fragiles et ont besoin de nous. Le documentaire Blackfish a créé un séisme au sein de l'industrie de la captivité et mis à genoux la puissante entreprise américaine SeaWorld. Il raconte l'histoire de Tilikum depuis sa capture jusqu'à la 3e attaque mortelle contre une dresseuse. Dans la nature, aucune attaque d'orque sur un humain n'a jamais été observée. Donc le jour de la capture, poursuivi par des bateaux, le groupe se sépare en deux. Les mâles tentent une diversion, tandis que les femelles prennent discrètement un autre chemin avec leurs petits. Mais repérées par un avion, elles sont prises en chasse et piégées et assistent impuissantes à la capture de leur bébé. À Marineland, à Antibes, des orques sont prisonnières depuis la fin des années 60.
Clovis, arrivée là en 1970, était une orque résidente du Sud. Il y est décédé 3 ans plus tard. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 4, dont Inuk, le plus âgé et pourtant si jeune. Il a eu 23 ans en février dernier. On peut l'observer en train de flotter inerte pendant de longues périodes entre les chauds. Le pire pour ces animaux, c'est l'ennui. Imaginez être enfermé 24 heures sur 24 dans une pièce vide. Ne rien avoir à faire, sauf quelques exercices toujours les mêmes. Inuk n'a plus de dents. Comme beaucoup d'orques captives, il a rongé le béton du bassin jusqu'à découvrir la pulpe de ses dents si sensible. Des experts parmi les meilleurs mondiaux ont rédigé à notre demande un rapport sur les dents d'Inuk. Ce sont des scientifiques qui ont étudié la dentition de 60 orques en captivité, publication à l'appui. Eh bien, d'après eux, Inuk est l'orque qui a la mâchoire en plus mauvais état au monde. Il souffre en continu. Aucune orque, dans aucun dolphinarium dans le monde, n'est jamais morte de vieillesse. Jamais. Toujours de maladie. Ce que les gens vont voir, ce sont des orques en train de mourir. Nos enfants méritent mieux. En France, une loi a été votée l'an dernier. Je n'entrerai pas dans le détail, elle interdit à terme la captivité des cétacés. On aurait pu s'en réjouir. Mais un petit ajout rend le texte inopérant. La loi interdit la captivité des cétacés, sauf pour des études scientifiques. Et devinez qu'il y a déjà des programmes scientifiques en place, les delphinariums. Ces études n'ont aucune utilité pour protéger les orques dans la nature, contrairement à ce que clament les parcs. On peut éventuellement étudier les animaux captifs dans les delphinariums, mais pour connaître les orques, il faut étudier celles qui sont libres. Les orques sont un trésor. Elles font partie du patrimoine commun de l'humanité. Nous avons encore tant à apprendre de ces êtres si puissants qui cohabitent entre tribus sans jamais se faire la guerre. Il y a urgence à protéger les orques libres. Les orques captives, elles, doivent être transférées dans des sanctuaires marins. Et le premier de ces refuges pourrait être un projet français pour nos orques, porté par One Voice, avec l'appui de tous les experts mondiaux. Merci beaucoup.